Dans un instant, nous partirons à Villeurbanne. La cité ouvrière Gilet fait l'objet d'une grande exposition grâce aux souvenirs de ses habitants. Nous découvrirons une entreprise varoise qui continue à importer du savon d'Alep malgré la guerre en Syrie. Mais tout d'abord, en ce jour de la Toussaint, rendons-nous au cimetière de Loyasse à Lyon. Ici repose un habitant très célèbre, le mage Philippe. Ce guérisseur s'est fait connaître au 19e siècle. Un moment de ferveur devant la tombe la plus fleurie du cimetière de Loyasse, la dernière étape d'un pèlerinage pour ces Brésiliens. Quand il y a amour, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Notre vie, ma famille, mes enfants, tout de nous est approché de Maître Philippe. Maître spirituel pour les Brésiliens, les Lyonnais l'appellent eux Maître Philippe ou le mage de Lyon. Peu en tout cas ignorent son existence. Beaucoup de respect puisque c'est ce qui peut dégager la sérénité, la paix, ce que beaucoup de gens pourraient apprendre justement par rapport à cet homme-là en fait, par rapport à ce qu'il dégage. Donc les gens accrochent des vœux, des prières destinées à Maître Philippe. Voilà. Des remerciements, des offrandes, des bougies, les hommages s'accumulent. Certains cherchent encore ici le pouvoir du guérisseur d'antan. Certains, trouvent qu'en s'approchant de la tombe, en s'accrochant à la barrière, ils ressentent une énergie positive, quelque chose de différent. Voilà. Et donc, pour certaines personnes qui sont malades, par exemple, c'est pour elles un espoir supplémentaire de guérir. Monsieur Philippe, un personnage de la fin du 19e siècle, une vie qui fascine toujours. Pascal Bergeon de l'association des Amis de Maître Philippe est intarissable sur ce jeune homme de l'Arbrel qui n'avait pas de diplôme de médecine. Et pourtant, dans son cabinet rue Tête d'Or, il recevait et soignait 200 personnes chaque semaine, des guérisons souvent considérées comme des miracles. Lors de nombreux procès qu'il a eu pour exercice illégal de la médecine, parce que ça dérangeait quelque part, ce qui se passait, c'est que spontanément, les gens qui étaient guéris allaient voir leur notaire pour parler de la guérison et pour la certifier. Mais ça, il le faisait spontanément. Des guérisons qui l'emmènent jusqu'en Russie auprès du tsar Nicolas II, une notoriété qu'il n'a pourtant jamais recherchée. Il voulait simplement que son message soit entendu, c'est tout. Et quand il se définissait, c'était le plus petit d'entre tous. Monsieur Philippe est mort en 1905. Mais depuis, il reçoit toujours. Il a l'audace d'entreprendre malgré la guerre en Syrie. Le directeur d'une entreprise d'importation de savon d'Alep, implanté dans le Var, ce Français continue à faire acheminer en France ces fameux pains à la fabrication plus que millénaire. 8 heures ce matin, le transporteur arrive à Signes. À l'intérieur du camion, 26 tonnes de savon venues tout droit d'Alep en Syrie. C'est toujours avec une profonde émotion, avec une certaine fierté que j'ouvre un conteneur. C'est le 274e depuis le premier que j'ai reçu il y a 20 ans. Si Tadé est ému, c'est que les livraisons se font rares depuis le début de la guerre en 2011. Là, ce sont des paillettes de savon que nous recevons comme ça. On ne peut plus les mouler en Syrie à cause de la guerre, ça c'est compliqué. Et donc pour cette raison-là, on va les remouler, les mouler à Manosque. Il y a 20 ans, Tadé est le premier Français à avoir importé du savon d'Alep. Petit à petit, son commerce a pris de l'ampleur, 23 salariés en France, une trentaine en Syrie. Jusqu'à ce jour de juillet 2012, son entrepôt à Alep est bombardé et le stock est perdu. Tadé doit licencier et réorganiser son entreprise dans un seul but, celui de maintenir l'importation de l'or vert. Pour moi, c'était une question qui ne se discutait pas. Il s'agissait de soutenir la population civile qui souffre et tous ceux qui restent là-bas de manière vraiment, moi j'aime bien le dire, héroïque. Allô, salam ya Abu Jabra. Abu Jabra est le fournisseur de Tadé depuis plus de 20 ans. Avec les bombardements quotidiens, produire du savon à Alep relève aujourd'hui du miracle. Tu ne peux pas travailler facilement. Tu continues à travailler pour vivre, pour rester en vie. Tu ne peux pas rester à la maison. Il n'y a pas d'électricité chaque jour, 1 heure ou 2 heures d'électricité. Le lot, ça coupe des jours. Mais on ne sait pas pour l'avenir, ça sera quoi l'histoire. On ne sait pas. Le savon d'Alep, c'est une histoire vieille de 2000 ans qui continue de s'écrire grâce au courage d'hommes comme Tadé et Abu Jabra.
Elle fait l'objet d'une grande exposition dans le Rhône, la cité ouvrière Gilet, à Villeurbanne. Un ensemble de logements construits entre 1924 et 1930 par l'entreprise spécialisée en teinture sur soie et chimie. Une cité qui se raconte aujourd'hui grâce à ses habitants. C'est une cité qui se visite. Au petit matin, ils sont 26 passionnés du patrimoine villeurbanais à faire le tour de la cité Gilet. Construite entre 1924 et 1930 par l'entreprise Gilet, spécialisée en teinture sur soie. 202 logements répartis en plusieurs types d'habitats, de l'immeuble collectif à la villa partagée. L'usine était un peu plus loin, rue Flachet, et il fallait sortir les ouvriers des logements insalubres. C'est dans une logique à la fois patronale, c'est-à-dire d'avoir une mainmise quelque part sur la vie aussi privée des ouvriers quelque part, puisque les ouvriers sont stabilisés quand ils ont un logement appartenant à l'entreprise. C'est quand même un progrès d'avoir un logement décent à Villeurbanne dans ces moments-là. C'est une cité qui ouvre parfois ses portes et ses jardins. Johanna y habite depuis 2 ans et comme chacun ici, elle a son jardin. La nouvelle venue est aussi artiste. Et pour connaître l'histoire de sa cité, elle a croqué les anciens habitants et ses voisins. Il y a quand même un côté petit village avec les jardins. Quand on est en extérieur, on se voit, donc ça crée des liens. Les jardins beaucoup plus qu'en fait à l'intérieur. Je connais beaucoup mieux mes voisins de jardin que mes voisins de palier. Donc de toute façon, le lien se crée. Après, oui, c'est vrai que ça m'a permis de croiser des personnes que j'aurais peut-être pas rencontrées autrement. Ça, c'est chouette. Et les voici, les portraits de ces petits héros du quotidien. Car c'est une cité qui s'affiche et se raconte. Témoignage après témoignage, de petits morceaux de vie qui s'égrènent, accrochés sur le fil de l'histoire, comme ce linge qu'on étendait dans les jardins. Et pour donner corps à cette exposition étendoir, l'équipe du RIS est allée à la rencontre des habitants. On est allé les voir, on est allé les provoquer, on est allé les questionner. C'est se promener dans la rue, avoir des pancartes. Comme si on manifestait en disant vous habitez quel quartier, c'est comment ici, c'est comment chez vous. Et là, ça provoque du dialogue. Et les gens ne répondent pas forcément tout de suite à la question, mais après ils vont parler. Un fil à dérouler au RIS jusqu'à Noël. Enfin, l'année 2016 est décidément celle de Melting Force, après avoir remporté le titre de champion de France de breakdance à Montpellier en mai dernier. Ces danseurs stéphanois âgés de 8 à 32 ans se sont illustrés en Autriche. Le groupe qui représentait la France a été sacré vice-champion du monde de breakdance devant les meilleures équipes internationales.